Parfois, une femme a simplement besoin d'un espace où déposer ce qu'elle traverse, physiquement ou émotionnellement. Au cabinet d'Ada, cette présence-là, c'est celle que tu retrouves, que ce soit avec un massage, un soin rebozo ou un rituel à 4 mains. Ada accompagne les femmes dans les grandes étapes de leur vie, avec chaleur, respect et bienveillance. Et après chaque soin, tu repars de son cabinet comme sur un nuage. C'est vous qui me l'avez dit, alors n'attends pas et réserve cette bulle de douceur dont tu as besoin. Merci à Ada Doula, qui a son cabinet à Bienne, de soutenir cet épisode. Et maintenant, place au témoignage. Salut, moi c'est Cléo, fondatrice d'Hashtag Vie de Parents, la plateforme suisse et francophone qui parle de parentalité sans tabou et sans détour. À travers nos événements un peu partout en Suisse romande, on aborde des sujets dont on ne parle pas assez dans notre société. Et ici, dans les capsules audio, on va encore plus loin. Cette année, on ouvre grand le spectre des vécus parentaux. On parle du bien-être de nos corps, mais aussi du bien-être dans nos espaces, chez nous, à la maison. On parle d'expatriation, de rapatriement et de ce que ces allers-retours créent en nous. On parle des premières séparations avec nos enfants et aussi de celles plus discrètes, mais plus profondes, qui surgissent à l'adolescence. Bref, on explore ces moments qui façonnent la vie de parents, loin des premiers instants, mais tout aussi essentiels. Dans ces capsules, tu vas entendre des récits de maman et de papa qui, comme toi et moi, font des décisions, ont des doutes, ont des éclats de lucidité, des virages, des craquages ou des reconstructions. Grâce à un format court et facile à écouter, ces capsules t'invitent à entrer dans la tête et le cœur d'un autre parent, parce que partager, c'est déjà grandir ensemble. Et si tu veux aller plus loin, découvrir d'autres témoignages ou explorer une thématique en profondeur, je te recommande aussi le podcast Parenthood, animé par la douce voix d'Amna, un incontournable en Suisse romande. Aujourd'hui, pour ouvrir la saison 2026 des capsules audio, on écoute l'histoire de Julie. Une histoire de virage, de signaux du corps, de choix parfois difficiles et d'une vérité toute simple. Parfois, notre quotidien ne nous ressemble plus. Julie a longtemps avancé dans une vie bien remplie, une carrière dans le textile, des années en Espagne, une famille recomposée qui se construit doucement. Et puis, comme souvent dans la vie de parents, les choses se déplacent, se bousculent, s'invitent sans prévenir. Le Covid, un projet entrepreneurial, la maladie d'un beau-fils, puis la nécessité de se réinventer encore jusqu'à trouver un nouveau souffle professionnel en 2025. Dans cet épisode, Julie parle de ce courage discret qu'on mobilise pour réajuster sa vie, de l'équilibre entre indépendance et famille et du grand projet qui l'attend aujourd'hui. Son récit touche à ce que beaucoup de parents vivent en silence, les périodes d'inconfort, les transitions intérieures, la nécessité de s'écouter et l'envie profonde d'un quotidien aligné. Bienvenue dans ce premier épisode. Alors moi c'est Julie, j'ai 33 ans, je vis à Genève et je travaille dans la communication digitale à mon compte depuis 4 ans. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est newsletter et stratégie éditoriale où du coup j'accompagne les entreprises pour trouver leur voix et les bons mots afin de construire une communication digitale qui attire les bonnes personnes. Et j'ai une deuxième casquette où je suis créatrice d'espaces d'écriture et où j'accompagne les femmes à se libérer à travers la pratique de l'écriture intuitive. De base, je suis designer mode, je suis diplômée de la ED à Genève. Je suis mariée et je suis aussi maman de 2 petits garçons qui ont 2 ans et 4 ans. Et je suis aussi belle maman d'un garçon de 17 ans. J'ai eu mon bachelor en design mode en 2016, que j'ai passé à la Haute École d'Art et de Design à Genève. Et durant la dernière année, je me suis vraiment intéressée à la mode enfant. Ça me paraissait vraiment un terrain de jeu incroyable, que ce soit au niveau des coupes, des formes, des motifs. Et j'ai justement consacré ma collection de diplômes à une collection pour enfants, pour petites filles. Donc c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et j'avais notamment des marques espagnoles qui me plaisaient tout particulièrement. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, j'adore ces marques. Si je travaille pour quelqu'un, c'est pour eux. Donc, je leur envoie ma candidature et on verra bien ce qui se passe. En fait, c'était un peu, j'ai pas de plan B. C'est je travaille pour eux, oui ou oui. Donc, j'étais particulièrement fan d'une marque qui s'appelle Bobo Chose, qui est une marque basée à Barcelone qui propose de la mode et des accessoires pour les enfants et un petit peu pour les femmes. Et donc, je leur envoie ma candidature comme ça, direct après mes études. Et en fait, ils m'ont recontactée.
J'ai eu des entretiens téléphoniques visio et en fait, ils ont fini par me dire, OK, on vous embauche. Donc du coup, janvier 2017, je pars à Barcelone pour commencer ce nouveau job. Je suis hyper contente et ça se passe très très bien. Mais voilà, au fil des mois, je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, dans une marque de prêt-à-porter, la créativité, en fait, elle est là au début. Mais en fait, la réalité, ça va être que je vais faire la majorité du temps des fiches techniques et des suivis de production. Donc là, j'ai une espèce de désillusion qui commence à s'installer. Surtout qu'en fait, je vois que toute la partie communication, la partie shooting, ben, j'ai plus de la main dessus. C'est plus mon département qui s'en occupe. Et du coup, ouais, je nourris en fait une certaine frustration de dire, ben, moi, je peux pas m'intéresser à ces aspects-là, je peux pas en savoir plus. Et ça me rendait assez frustrée. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai un peu déchanté, que je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être pas si génial que ça de devenir designer mode. Et en fait, ce qui a contribué à me faire sentir encore plus désalignée, c'est que je venais de rencontrer quelqu'un avant de partir, qui lui est resté à Genève. Et du coup, ben, j'avais cette frustration de vivre une relation à distance. Donc, j'avais l'impression que ma tête n'était pas non plus pleinement là, alors que sur le papier, en fait, c'était le job de mes rêves. Et du coup, j'avais au début un contrat à durée déterminée de 6 mois. Et au bout de 6 mois, en fait, la boîte veut m'embaucher avec un contrat à durée indéterminée, une augmentation de salaire. Donc vraiment, comme je dis, sur le papier, le rêve. Mais du coup, je me suis dit, voilà, j'étais avec cette personne et je me suis dit, ben, on peut peut-être encore tenir 6 mois en relation à distance, mais voilà, au bout d'un an de relation à distance, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, comme j'étais plus totalement alignée avec ce job, même si ça a été une expérience humaine incroyable et une expérience tout court incroyable, je me suis dit combien de fois en fait on rencontre l'amour dans sa vie et combien de jobs on peut avoir dans sa vie. Et pesant le pour et le contre, j'ai pris la décision un peu folle, alors que j'avais 25 ans, de dire bah ok, je laisse ce job, je laisse tout, je rentre à Genève sans vraiment savoir ce que je vais faire, par amour. Donc, ça a été un peu le début d'une nouvelle aventure. Quand je suis rentrée à Genève, il était vraiment important pour moi de faire quelque chose qui avait du sens, quelque chose qui me fasse vibrer et pas juste de prendre un job alimentaire comme ça. J'ai toujours aimé écrire et je pense que j'ai toujours eu aussi un peu une fibre entrepreneuriale. Et donc, du coup, j'ai trouvé un stage dans une rédaction de magazine. À l'époque, c'était Boléro. Et en fait, j'ai appris la rédaction en autodidacte. Et après ça, j'ai commencé à faire des piges pour différents magazines, des piges rémunérées, et j'ai vraiment adoré faire ça. Ça m'a vraiment formée, ça m'a vraiment appris aussi humainement d'aller au contact de l'autre. Et c'était une période vraiment incroyable de ma vie. Ensuite, j'ai intégré une formation continue qui était au sein de la aide et qui était le marketing et l'entrepreneuriat pour les créatifs. Donc vraiment, on a vu un peu en détail tout ce qu'il faut en fait pour monter une boîte, que ce soit plus l'aspect business, l'aspect marketing, l'aspect créatif. On a un peu tout vu. Et suite à cette formation, j'ai eu la chance d'intégrer un incubateur qui était dédié aux anciens élèves de la aide, qui s'appelait l'incubateur EAID. Donc avec lequel j'ai pu développer mon projet de marque qui était un peu toujours à l'intérieur de moi. Petit Favorite. Donc, Petit Favorite, c'était une marque de vêtements coordonnés pour les parents et les enfants, éco-responsables. Donc, on était sur un choix de matières bio, des cotons bio, qui venaient essentiellement d'Europe. On était sur une production espagnole. Et vraiment, l'idée, c'était d'avoir des tenues faciles à porter, qui soient matchy pour les mamans et les enfants, afin de renforcer la complicité. Et on avait voilà, tout un jeu avec des mascottes aquatiques dans les motifs qui avaient tout un univers derrière. Donc poules, poissons, voilà. C'était quelque chose d'assez développé, d'assez rigolo. Et donc j'étais toute seule sur ce projet que j'ai pu continuer aussi après l'incubateur EAID au sein de l'incubateur Pulse. Donc vraiment j'ai eu la chance pour ce projet d'être accompagnée, coachée par des professionnels dans différents domaines. Donc ça a été vraiment super, mais j'étais la seule à la tête de ce projet. Donc vraiment, je faisais tout toute seule, sauf la production des pièces finales que je déléguais en Espagne, mais sinon je faisais les patrons, les premiers prototypes, la communication,
l'administratif, enfin je faisais tout, tout, tout. Et donc cet aspect communication que j'avais pas pu voir dans mon premier job, eh ben, j'ai pu le développer au sein de ma marque. Et donc, en parallèle, je me suis formée aussi en community management et en rédaction web afin un peu d'appliquer ça dans ma marque. Et donc, après avoir bossé environ 2 ans en sous-marin sur la marque, j'ai lancé officiellement en 2019 et du coup en plein Covid, quoi. Ma stratégie de vente, notamment avec les boutiques que j'avais imaginées, ben, elle s'est pas passée comme prévu parce que soit les boutiques étaient fermées par intermittence, soit les boutiques en fait avaient un surplus de stock qu'elles n'avaient pas pu vendre comme elles étaient fermées, soit elles ne pouvaient pas m'acheter le stock ou elles ne prenaient pas de dépôts par manque de place. Donc vraiment, je me suis retrouvée restreinte sur ce côté vente, sur ce côté contact client et je n'avais plus que le digital pour vendre. Mais voilà, le digital, quand on démarre de zéro, eh ben, c'est assez long pour se faire connaître. Et même si j'avais un très bel e-shop, eh ben, ça ne faisait pas de miracle non plus le référencement naturel. J'avais quelques commandes, mais voilà, je n'explosais pas mes ventes grâce au digital. Donc de ce côté-là, ça a été un peu la déception, même si en fait j'ai appris énormément de choses avec ce projet, j'ai rencontré énormément de gens. Il y a un moment où je me suis fatiguée en fait, parce que cette Petit Favorite, c'était un peu mon premier bébé et j'ai tout donné pour ce projet, que ce soit financièrement et dans mon énergie. Et il y a un moment où, n'ayant pas les résultats que j'aurais voulu voir, eh ben, j'ai fini par saturer. Et comme je faisais la com de ma marque, j'avais des copines autour de moi qui me disaient: «Ah, mais c'est super chouette ce que tu fais pour ta marque, j'aime trop ta façon d'écrire, tu veux pas faire mon communiqué de presse, tu veux pas m'aider sur Instagram?» tout ça. Et du coup, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai lancé ma boîte en communication digitale 2 mois avant d'avoir mon premier enfant, donc en octobre 2021, et que j'ai commencé à me développer par le bouche à oreille dans ce domaine-là. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment une ouverture dans le champ des possibles, puisque en fait, je passais d'un business de produits où je devais sans cesse investir de l'argent, où je devais me préoccuper du stock, où j'avais vraiment une vision différente, à une vente de services où en fait c'était vraiment immatériel, où je pouvais bosser quand je voulais, d'où je voulais, et j'avais beaucoup moins cette contrainte de stock et de logistique. Et voilà, je me suis vraiment sentie, ouais, une nouvelle porte qui s'ouvrait à moi. Donc j'ai continué à me développer dans ce domaine-là. J'ai eu mon premier enfant fin 2021. J'ai pas arrêté de travailler quand je l'ai eu. J'ai continué à bosser en parallèle et à développer mon activité autour du community management et de la rédaction. Au début du printemps 2023, donc j'apprends que je suis enceinte de mon premier enfant. Et quelques semaines après, mon beau-fils se retrouve soudainement hospitalisé pour une maladie grave. Donc en fait, quelque chose, on l'a même pas vu venir. C'était imprévisible. Et du jour au lendemain, il se retrouve aux soins intensifs entre la vie et la mort. Et paradoxalement, moi, j'apprends que je porte la vie. Donc il y a une certaine culpabilité de voir une personne qu'on aime, qu'on considère aussi comme son enfant, même si je suis pas sa maman, euh, entre la vie et la mort, alors que moi, j'apprends que je porte la vie. Donc en fait, il y a eu une culpabilité. C'était difficile de me réjouir. J'avais aussi un autre enfant en bas âge, mon premier qui avait moins de 18 mois. Donc c'était assez le flou dans ma tête. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était difficile à gérer. Et voilà, on se retrouvait, surtout mon mari allait tous les jours à l'hôpital. Moi, j'allais peut-être un jour sur deux. Et en fait, on a commencé à vivre avec cet hôpital, puisque lui, du coup, a été hospitalisé ensuite durant 4 mois. Il a dû réapprendre tout depuis zéro, marcher, manger, les gestes du quotidien, en fait. Et du coup, son petit frère de 16 mois à l'époque, ben, a aussi connu l'hôpital, parce que nous, on a pris le parti de lui expliquer ce qui se passait, de l'emmener voir son frère pour qu'il comprenne aussi, qu'il ne se demande pas où il est. Et voilà, ça a fait partie intégrante de notre quotidien. Et du coup, c'est vrai que moi, dans mon activité, ben, je dois dire que ça m'a paru futile. Ce que je faisais m'a paru vraiment futile. Je me suis dit, voilà, il peut se passer des trucs comme ça du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et moi, je suis là à rédiger des trucs, ça m'a paru, ça n'avait plus aucun sens. Et en fait, on avait besoin de moi, on avait besoin de mon soutien.
Et c'est pour ça qu'après, petit à petit, j'ai commencé à ralentir. En plus, à cette période, j'étais, avec des clients qui ne me correspondaient plus totalement, qui m'en demandaient beaucoup trop, avec qui parfois la communication devenait un petit peu compliquée. Je me sentais plus vraiment en phase avec, les personnes pour qui je travaillais et petit à petit, j'ai ralenti jusqu'à dire à l'été, 2023: «OK, je mets les choses sur pause parce que, on a besoin de moi ailleurs». Et du coup, j'ai commencé à tout mettre sur pause et j'ai eu mon deuxième enfant, en novembre 2023. En fait, cet événement, à la fois la grossesse et la maladie, ça m'a vraiment, mis un espèce de déclic, en fait, pour me dire, «Il y a des choses tellement plus importantes que ce que je fais» et je n'avais plus l'espace mental, l'énergie, l'envie de me consacrer à ce que je faisais. Et pour moi, ça a été une évidence de mettre ça sur pause à cette période parce qu'il y avait autre chose à gérer. J'avais un bébé aussi avec qui il fallait que je connecte, que je profite aussi de cette grossesse comme je pouvais. Du coup, ça c'est un peu le switch s'est un peu fait naturellement de dire: «OK, je ralentis, je mets sur pause, il y a quelque chose de plus grave aujourd'hui». Et donc j'ai fait une pause de, l'été 2023 jusqu'à, janvier 2025 pour du coup me consacrer ensuite à 100 à mes, 2 enfants. En janvier 2025, donc j'ai décidé de reprendre, mon activité indépendante et après évidemment 2 enfants, ben, il les choses changent. Je trouve qu'on a aussi, des questionnements qui arrivent, des envies qui changent et donc du coup, le challenge, ça a été déjà de me réaligner avec ça, de, retrouver ce qui me faisait vibrer et de, vraiment restructurer comment j'allais le monétiser. Il y a eu aussi, une restructure dans mon emploi du temps parce que du coup, c'est vraiment le moment où j'ai dit: «OK, je fais garder mon fils 3 jours par semaine, 3 jours fixes. Je prends quelqu'un, pour ça. Je prends une nounou» et donc ça a été une décision que j'avais pas pris pour mon premier puisque j'ai essayé de tout faire avec lui et là, ça m'a vraiment, fait passer un cran au-dessus, on va dire, en tant qu'entrepreneur puisque, voilà, j'ai eu l'impression de vraiment me prendre au sérieux, de me mettre des plages de travail et de pouvoir, vraiment, développer, quelque chose de concret et de viable, sur le long terme. Donc j'ai recommencé en fait en refaisant ce que je savais faire, des mandats pour des clients, de rédaction, de community management, tout ça et petit à petit, j'ai affiné et j'ai plus pivoté dans l'accompagnement. Ce qui est assez drôle puisque c'est quelque chose que j'ai toujours fait en fait l'accompagnement, puisque quand je me suis lancée en 2021, ben, je proposais déjà des accompagnements, pour se lancer sur Instagram. Donc j'ai juste repris quelque chose que je faisais déjà avant et là du coup j'accompagnais plus dans la communication digitale globale, la stratégie éditoriale, la newsletter et en fait c'est vraiment je me suis découvert une nouvelle, zone de génie qui était le fait de partager mon savoir, voilà, de donner des ateliers, que ce soit, en ligne ou en présentiel, des masterclass. Enfin, je me suis vraiment, découvert une aura, pour, le partage, quoi. Donc j'ai vraiment retrouvé quelque chose qui me fasse vibrer et bah, c'est vraiment un challenge, de s'organiser parce qu'en fait, quand on aime ce qu'on fait, c'est très difficile de couper, c'est très difficile de poser des limites. Le pro, le perso se mêlent tout le temps et il y avait aussi beaucoup de frustration les jours où j'avais mes enfants en disant: «Bah, je ne travaille pas». Donc c'était assez compliqué au début, et aujourd'hui, j'arrive à consacrer, 4 jours par semaine. C'est déjà très bien et il y a un jour que je consacre à mes enfants. Mais voilà, quand on est maman, il y a toujours la culpabilité. Comme mes enfants en plus sont petits, bah, la culpabilité de pas assez m'occuper d'eux, alors que je m'occupe beaucoup d'eux, mais la culpabilité de ne pas en faire assez et aussi la culpabilité pour son entreprise de ne jamais en faire assez non plus. Donc il y a une espèce de culpabilité, duale qui vient parfois nourrir une frustration de ne jamais en faire assez. Quand on est entrepreneur, parfois, on a aussi une frustration de voir parfois les autres avancer plus vite que soi, sans prendre en compte leur situation, hein. Parce que, personnellement, mes enfants, c'est mon moteur, mais il faut tenir en compte que c'est pas la même façon de travailler et que parfois, on peut avoir l'impression que ça nous ralentit. Donc, c'est vraiment, arriver à passer au-dessus de la frustration pour suivre son chemin, en fait. Donc c'est, en fait, un exercice d'équilibriste. Ça demande
constamment des ajustements. Selon les périodes, ça va pas être pareil. Mais voilà, c'est oser s'ajuster, oser suivre sa voie et se dire qu'on fait au mieux pour sa famille et pour son business. Et que si on fait ce métier, c'est aussi pour sa famille. Enfin, en tout cas, dans mon cas, euh, mon métier, c'est aussi pour mes enfants. En fait, moi, quand je suis plus alignée, je le sens vraiment au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, du thorax. C'est comme si tout se recroquevillait. Et je peux avoir aussi la respiration plus courte, j'ai l'impression. Et c'est comme si dans mon ressenti, j'avais l'impression d'avoir des regrets ou j'avais l'impression de me dire, il y a un truc qui me chiffonne. C'est vraiment ça. C'est cette sensation de truc qui t'embête, qui te chiffonne. Tu as l'impression qu'il y a un grain de sable, mais tu sais pas, parfois tu arrives pas à cerner où et qu'est-ce que c'est. Quand je me sens plus alignée, que ce soit personnellement ou professionnellement, bah, c'est vraiment ça que je ressens. Aussi, je me déconcentre beaucoup. C'est-à-dire, je vais commencer un truc et en fait, ça va pas vraiment me faire rêver, ça va pas vraiment me faire vibrer et du coup, je vais très facilement me déconcentrer et ça va être vraiment un signe. Et après, pour moi, c'est évident d'avoir envie d'avancer. En fait, je déteste stagner. Pour moi, c'est un truc que je ne supporte pas. C'est de rester au même endroit et d'avoir cette sensation de stagner. Donc, en fait, c'est tellement évident pour moi de vouloir évoluer, avancer, que du coup, ça implique de me remettre en question très fréquemment, de m'ouvrir l'esprit, en fait, et d'accepter de voir certaines choses. Parfois, ça fait mal en fait de devoir ouvrir les yeux sur des blocages, sur des trucs qu'on pensait acquis, en fait, sont pas acquis, sont à retravailler. Et je trouve que quand on est entrepreneur, il y a autant le pro que le perso qui est sollicité. Je trouve qu'en fait, on est un peu l'essence de sa boîte, donc en fait, il y a des choses personnelles qui viennent se chambouler. Et en même temps, c'est une évidence d'ouvrir les yeux et de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Concrètement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dois mettre en place pour que les choses avancent, pour que la machine reprenne. Et en fait, il faut une très grande capacité d'adaptation. Il faut du courage et il faut aussi beaucoup de résilience parce que parfois, ça implique de voir des côtés pas beaux, des échecs, d'ouvrir les yeux sur des parts plus sombres. Et voilà, il faut pas mal de capacités d'adaptation pour avancer, pour adapter son job, pour s'adapter aussi constamment. Et c'est un exercice de toute une vie. J'ai toujours rêvé de vivre en Espagne. En fait, je suis tombée amoureuse de l'Espagne quand j'avais 11 ans. J'ai été faire un séjour linguistique et je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est là où je me sens bien. Et c'était une drôle de coïncidence, je ne dirais pas que c'est un hasard. Mais quand je suis revenue, mon père avait un ami qui avait une maison juste à côté d'où j'étais partie en séjour linguistique à Alicante, qui avait 6 enfants et qui m'a dit ah ben nous on aurait besoin d'aide pour les vacances scolaires avec nos enfants. Et c'est comme ça que ça a démarré et de mes 14 à mes 20 ans, je suis partie toutes les vacances scolaires de l'année avec cette famille en Espagne pour du coup accompagner avec les enfants. Et c'était pour moi à chaque fois une période incroyable. J'ai toujours adoré la langue espagnole, j'ai appris l'espagnol à l'école, mais voilà, de me rendre dans le pays, de découvrir la culture, c'était quelque chose, voilà, qui me faisait me sentir bien. J'aimais beaucoup ce pays. Et je me suis toujours dit, voilà, depuis mes 11 ans, je me suis dit, je veux vivre en Espagne. Et comme quand j'ai commencé à y travailler, mon chéri n'était pas prêt à déménager, je me suis dit, je n'abandonne pas l'idée, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et les années passant, on arrive à un moment où mon mari a l'impression d'avoir fait le tour dans ses opportunités professionnelles. Moi, j'ai envie de voir autre chose en termes de paysage, de style de vie. Et surtout, en fait, on arrive à un moment de nos vies, tous les deux, où on sature du rythme qu'on a. C'est-à-dire que mon mari a des très grandes plages horaires. Il travaille à 1 heure et demie aller de la maison. Du coup, il peut partir très tôt, rentrer très tard. Et il y a des jours où il voit pas ses enfants. Donc, il y a une grande frustration de son côté.
Du mien, il y a aussi une grande frustration dans le sens où c'est moi qui gère tous les matins avec les enfants, c'est moi qui gère souvent le soir aussi, c'est moi qui suis le plus près des enfants, donc en général, ben, c'est moi qui me retrouve avec les imprévus, les contraintes liées à la famille, ce qui est aussi un choix, mais parfois peut-être lourd à porter. Et donc, c'est vraiment ce rythme qui ne nous convient plus. Et comme aujourd'hui, mon beau-fils va avoir 18 ans, il est grand, il peut faire ses propres choix, il peut voyager seul. Et du coup, pour nous, c'est beaucoup plus facile de se projeter dans un déménagement. Et voilà, je pense qu'on en a besoin. On a besoin de voir autre chose. On a besoin d'aller voir ailleurs. Et moi, j'ai besoin de concrétiser ce rêve et qui, du coup, convient à toute la famille, puisque mon mari a découvert en détail l'Espagne depuis quelques années et voilà, il est vraiment aussi tombé amoureux de ce pays comme moi. Donc c'est une évidence en fait de mener ce projet de vie en famille. Et c'est vraiment aussi pour moi un souhait de pouvoir offrir une double culture à mes enfants parce que moi j'aurais toujours rêvé de ça. Et mes parents n'étaient pas dans cette dynamique, mais vraiment j'ai envie de leur offrir une double culture, qu'ils puissent apprendre deux langues, qu'ils puissent vivre aussi dans un cadre privilégié, même si à Genève on est très privilégié. Mais moi j'ai envie de vivre au soleil, dans un pays où les enfants sont vraiment très très bien acceptés, au bord de la mer. Enfin j'ai envie de quelque chose de plus slow, où on passe plus de temps ensemble, de qualité, et voilà, où on a en même temps cette ambiance chaleureuse de mon pays de cœur, l'Espagne, qui deviendra une réalité. Mes enfants sont encore petits, donc en fait, même on leur en parle, mais ils ne se rendent pas vraiment compte de ce que ça signifie. Des fois, on leur dit: «Ah, tu vas aller à l'école en Espagne». Je dis: «Ah oui, mais moi je parle pas espagnol». On dit: «Mais tu vas apprendre». Et depuis tout petit, c'était important pour moi de leur lire des histoires en espagnol. Donc ils ont une certaine familiarité avec les sons, avec la langue. Ils connaissent des mots aussi. Par exemple, ils comprennent pas une discussion entière en espagnol, mais ils connaissent par exemple les noms des animaux, ils comprennent certains mots, ils connaissent les couleurs. Donc ils sont familiers avec la langue. J'essaye des fois de leur parler un petit peu. C'est pas toujours évident parce que c'est pas ma langue maternelle, même si je le parle très bien. Mais on a toujours essayé de les familiariser. On est parti plein de fois en vacances en Espagne, donc on leur en parle, même s'ils se rendent pas compte, on leur en parle et ils savent qu'un jour on va aller à l'école en Espagne, qu'on va aller vivre dans un autre pays. Et pour moi, c'est une super opportunité pour eux. Comme ils sont petits, j'imagine qu'ils vont apprendre assez vite. Évidemment, il y a pas mal de craintes, de peurs autour de ce projet, parce qu'en même temps, il y a l'excitation de ce projet qu'on mûrit depuis presque 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on s'est dit on part, on s'est donné une deadline, tout ça. Mais évidemment, il y a beaucoup de peurs. Déjà, la première, financière, puisque l'idée, c'est vraiment de partir en vivant financièrement de mon activité. Donc, il y a quand même une certaine pression sur mes épaules de générer suffisamment de chiffre d'affaires, de me dégager un salaire qui permette à ma famille de bien vivre. Donc il y a quand même une petite pression, même si pour moi c'est pas envisageable que je réussisse pas, que j'ai toutes les clés pour le faire. Il y a toujours une petite pression, c'est sûr. Et après il y a aussi une excitation et une appréhension, puisque moi j'ai toujours vécu dans la région de Genève, sauf quand je suis partie 6 mois par-ci par-là. Mais il y a vraiment une appréhension quand même si c'est un rêve et une volonté, de quitter l'endroit où on est né, l'endroit qu'on a toujours connu, le confort de vie qu'on a toujours connu, puisque du coup, même si l'Espagne, c'est pas le même coût de la vie, on va pas se dégager le même salaire qu'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on a 2 salaires, mon mari a un salaire plus élevé que le mien, et on va en gros déménager en divisant nos revenus par 3. Donc, il y a aussi l'inconnu, à réapprendre à vivre d'une autre manière, même si on vit très simplement, mais je veux dire, accepter de changer ses habitudes de vie, ne pas savoir, vraiment oui, cet inconnu. Et en même temps, on est super content de le faire, mais j'ai l'impression qu'on se rend pas bien compte, que je me rends pas bien compte. Et je pense que c'est mieux comme ça aussi. En même temps, il y a l'excitation de changer de cadre de vie, puisque du coup, l'idée, c'est vraiment de vivre au plus proche de la nature, de changer d'un appartement à une maison, plus d'espace, du coup, un cadre qui sera beaucoup plus
inspirant, je dirais, même si on a un cadre de vie très privilégié à Genève. Mais voilà, il y a aussi cette petite peur de quitter en fait ce pays privilégié qu'est la Suisse, qui quitter cette vie privilégiée qu'on a dans la région pour l'inconnu, de partir tout seul aussi, loin de nos familles, dire ben voilà, on va être tout seul avec nos enfants, qu'on va devoir s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue. Même si moi je le parle couramment, mon mari la parle un petit peu, donc il va devoir s'habituer à la langue, apprendre la langue, les enfants pareil, donc c'est des petites appréhensions, mais voilà, j'y vois plus de positif que de négatif malgré tout. En fait, mon mantra depuis quelque temps qui est trouver du confort dans l'inconfort. En fait, je dirais que quand on est maman et entrepreneur, il faut vraiment jongler entre deux mondes, deux polarités. Et en fait, son entreprise, c'est un peu comme un autre bébé. Et il faut voilà, essayer de trouver du confort dans une situation qui ne l'est pas tout le temps, dans des challenges quotidiens, pro et perso, on est dans un double challenge. Et voilà, accepter que parfois, le pro va déborder sur le perso, des fois va prendre plus d'importance et c'est OK, c'est comme ça. Et parfois, ça sera l'inverse. Mais je dirais qu'il faut voilà, beaucoup de lâcher prise et d'acceptation et toujours se rappeler pourquoi on fait ça. Et c'est ce qui doit être le moteur, c'est ce qui doit être plus fort que tout et c'est ce qui doit faire tenir le coup dans les moments de down ou dans les moments de challenge. Cette capsule audio d'Hashtag Vie de Parents a été réalisée par moi, Chloriana Quadra, et éditée avec soin par Amna Aounala. Si cette histoire t'a touché, fait réfléchir ou simplement accompagné dans ton quotidien, partage-la autour de toi et laisse-nous un petit cœur en commentaire. C'est ce qui permet aux capsules de voyager encore plus loin. Et si toi aussi tu as un moment de vie de parents à raconter, une situation, une émotion, un choix, un tournant, alors écris-nous. Les capsules audio existent grâce à vos voix. À très bientôt ici sur les réseaux ou l'un de nos événements quelque part en Suisse romande. Ciao amis parents!